Pour mon 18e anniversaire, mes parents ont organisé une immense fête. Mais pas pour moi. Ma sœur a décidé qu'elle voulait fêter ses 18 ans à nouveau et ils l'ont laissé prendre le contrôle de toute la soirée. Je suis parti en plein milieu de la fête et je n'ai jamais regardé en arrière. 3 ans plus tard, elle n'a pas supporté de voir le chemin que j'avais parcouru sans eux, et sa crise de jalousie a déchiré la famille. Les guirlandes lumineuses au-dessus de notre jardin brillaient comme une scène à laquelle je n'appartenais pas. Les gens applaudissaient, levaient leurs verres, les appareils photos crépitaient, tout cela pour ma sœur. Pas une seule personne ne semblait remarquer que j'avais 18 ans ce soir-là. Je me tenais derrière une rangée de flûtes à champagne, la chaleur des lanternes collant à ma peau, regardant le maître de cérémonie tapoter son micro et crier « Célébrons à nouveau les 18 ans d'Evelyne ». Quelque chose en moi s'est arrêté. Même la musique semblait fausse. J'ai posé mon verre lentement, silencieusement, et à ce moment-là, j'ai réalisé que cette fête deviendrait le dernier souvenir que ma famille aurait de moi, bien qu'ils ne le sachent pas encore. J'ai grandi dans une maison où la lumière semblait toujours tomber dans la même direction, vers ma sœur. Même enfant, Evelyne n'a jamais eu à demander de l'attention. Elle lui parvenait de la même manière que la chaleur estivale s'installe sur Austin, lourde et automatique. J'ai appris très tôt à me déplacer autour d'elle, à me faire petite pour que les rayons ne me brûlent pas. Je devais avoir 8 ans la première fois que j'ai réalisé quel était mon rôle. Evelyne avait une compétition de cheerleading et maman a passé toute la matinée à lui boucler les cheveux, à lui vaporiser des paillettes sur les joues, à lui épingler un ruban si grand qu'il lui effleurait les épaules. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, tenant ma propre brosse, attendant que quelqu'un me remarque. Ils ne l'ont pas fait. Papa n'a jeté un coup d'œil que juste assez longtemps pour dire « Ma chérie, sois serviable » et attraper sa bouteille d'eau. Alors, je l'ai fait. Et c'est devenu le modèle, moi les dents à briller. Au collège, c'était la routine. Evelyne parlait, j'écoutais. Elle gagnait, j'applaudissais. Elle avait besoin de quelque chose, je le portais. Lors des dîners de famille, les parents l'entraînaient dans des conversations sur son avenir, sa beauté, son potentiel. Quand ils se tournaient vers moi, leurs questions étaient plus douces, plus minces, polies d'une manière qui rendait l'air oppressant. Comment va l'école, tu dessines toujours? Puis leur attention se reportait sur elle comme si je n'avais fait que combler une pause. Mais le moment qui ne m'a jamais quitté s'est produit quand j'avais 15 ans. J'avais passé des semaines à faire un album pour son anniversaire, des croquis, des petits coins à l'aquarelle, une mise en page sur laquelle j'avais travaillé tous les soirs sous ma lampe de bureau. Je me souviens l'avoir emballé dans du papier craft, l'avoir noué avec de la ficelle, me sentant fier d'une manière discrète. Elle l'a ouvert devant nos parents, a tourné 2 pages, s'est arrêtée. C'est mignon, a-t-elle dit, souriant à son reflet dans la tablette que maman venait de lui donner. Mais je veux dire, maman m'a acheté quelque chose de vrai cette année. Elle a mis l'album de côté. La tranche s'est pliée en heurtant la table. Quelque chose à l'intérieur de moi aussi. Plus tard dans la nuit, assise sur le sol de ma chambre, j'ai arraché une des pages, un croquis d'une pièce que j'imaginais concevoir un jour. De hautes fenêtres, une lumière douce, une chaise face au lever du soleil. J'ai tenu cette page pendant longtemps, me demandant si quelque chose que je créais aurait un jour de l'importance pour eux. Le reste de l'album est allé au fond de mon placard. La seule page est allée dans mon carnet de croquis. Elle y est toujours. En vieillissant, le déséquilibre s'est accentué au lieu de s'estomper. Evelyne a eu une voiture à 16 ans. J'ai eu le privilège de l'aider à choisir la peinture. Elle avait des amis à la maison, j'apportais les collations. Quand les parents venaient nous rendre visite, ils posaient des questions sur ses notes, sa robe de bal, ses projets universitaires. Les miens étaient des pensées après coup polies. Maman disait que j'étais indépendante, le genre de fille qui n'avait pas besoin de grand-chose. Cela sonnait comme un compliment jusqu'à ce que je réalise que c'était une permission, la permission de m'ignorer pour économiser leur énergie pour l'enfant qui en demandait plus. Papa m'a dit un jour, tu es l'automne stable. Evelyne est fragile. Elle a plus besoin de nous. Mais la fragilité ne semblait jamais l'empêcher de marcher sur tout ce qui se trouvait sur son chemin. À 17 ans, j'avais appris à lire la maison comme une carte. Les pièces bruyantes leur appartenaient. Les calmes étaient les miennes. J'ai arrêté de demander des choses, des trajets, de l'aide, de l'attention. Le silence est devenu plus facile, prévisible, sûr. Et pourtant, quelque part sous tout ce calme, une petite partie de moi attendait encore.
Attendais un moment où quelqu'un pourrait me regarder comme il la regardait. Une chance d'être vu sans avoir à le mériter. Je n'ai réalisé à quel point cet espoir était insensé que le soir de mon 18e anniversaire, lorsqu'une seule phrase a confirmé ce que j'avais toujours su. Dans cette famille, la visibilité était un privilège, pas un droit de naissance. Je savais que la chaleur de cette nuit n'était pas seulement l'air d'été. Elle s'est accrochée à moi au moment où je suis entré dans le jardin, un rappel que ma place dans cette famille était toujours à quelques pas derrière tout le monde. Les guirlandes lumineuses drapées sur le patio scintillaient contre la piscine, projetant de l'or sur des visages qui ne me regardaient pas. Je me tenais près du bord de la foule, les mains encore collantes d'avoir disposé le dernier jeu de bougies sur les tables. Maman m'avait tendu un briquet plus tôt et avait dit « Assure-toi que tout soit parfait avant l'arrivée des invités ». Elle n'a pas dit « Joyeux anniversaire ». Lorsque le maître de cérémonie a tapoté le microphone, les vibrations ont parcouru le verre dans ma main. Les gens se sont tournés. Les conversations se sont interrompues. Un petit silence a soulevé la chaleur de l'air. « Applaudissons bien fort », a-t-il dit à Evelyne, pour célébrer à nouveau ses 18 ans. La foule a éclaté. Pas moi. Pendant une seconde, tout est devenu flou. Les lanternes, les voix, le sourire éclatant d'Evelyne alors qu'elle s'avançait dans une robe blanche qu'elle avait achetée juste pour la soirée. Mes yeux se sont posés sur le gâteau. 3 étages, un glaçage comme du marbre, son nom écrit en lettres d'or sur le dessus. Mon nom n'était nulle part. J'ai senti la main de maman toucher mon bras, douce mais assez ferme pour me maintenir immobile. « Ne t'avance pas », a-t-elle chuchoté. « Ça va embrouiller les gens. » Embrouiller les gens. À mon propre anniversaire. J'ai regardé papa. Il n'a pas croisé mon regard. Il applaudissait trop fort, de la manière dont les gens applaudissent quand ils prétendent que tout va bien. Evelyne a fait un vœu. Les appareils photos ont crépité. Les invités ont scandé son nom. Quelqu'un à côté de moi a dit « Elle est magnifique ». C'est vraiment sa soirée. Et soudain, j'ai compris quelque chose de net et de simple. Il n'y avait pas d'erreur, pas de malentendu. Ce n'était pas ma célébration accidentellement détournée. C'était la leur, intentionnellement réattribuée. Ma gorge était serrée, mais ma respiration est restée stable. J'ai fait ce que je faisais toujours, silencieuse, contenue, invisible. J'ai levé mon verre à mi-chemin comme pour me joindre au toast, puis je l'ai reposé avant qu'il n'atteigne mes lèvres. Personne n'a remarqué. Un petit morceau de cire a coulé d'une bougie sur la nappe. Je l'ai regardé durcir, pas les finales. Puis je me suis retourné, j'ai dépassé les rires, la musique, la maison qui n'avait jamais été la mienne. Pieds nus sur le trottoir chaud, ma robe effleurant mes genoux. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même une fois. Je n'ai pas couru. J'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que la musique du jardin s'estompe en un bourdonnement lointain, avalé par la chaleur dans l'étendue vide de la rue du quartier. Le trottoir était encore chaud sous mes pieds, mais l'air s'était suffisamment refroidi pour piquer ma peau. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester. Quand le bus est finalement apparu à l'arrêt sur la route principale, ses phares ont percé l'obscurité comme une invitation silencieuse. Je suis monté sans réfléchir. Le chauffeur a jeté un coup d'œil à ma robe, à mes pieds nus, puis de nouveau à la route. Il n'a pas posé de questions. J'en étais reconnaissante. La porte s'est refermée derrière moi avec un sifflement. Ce son ressemblait à une ligne que l'on traçait. J'ai pris un siège près de l'arrière. Le moteur grondait, bas et régulier, et pour la première fois de la nuit, il n'y avait personne pour me dire de sourire, de me taire, de me mettre de côté. Juste le vrombissement des roues sur l'asphalte, le scintillement des lampadaires contre les vitres, et la faible odeur de vieux café qui flottait dans l'air. Quelque part entre Austin et la ville suivante, j'ai fouillé dans mon sac et sorti mon carnet de croquis. La couverture était usée, douce par des années de manipulation, les bords effilochés, les coins pliés. Mes doigts ont effleuré la page où le dessin avait été arraché des années auparavant. L'empreinte vide de cette feuille manquante me fixait. J'ai tourné à une page blanche et y ai posé mon crayon. Une pièce a commencé à prendre forme. De hautes fenêtres, une lumière ouverte, une seule chaise tournée vers le lever du soleil. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première ébauche de la vie que j'étais sur le point de construire. Le bus m'a transporté vers le nord à travers la nuit. Chaque heure semblait être un dépouillement silencieux, me débarrassant du poids du silence de papa, de la précision du contrôle de maman, de l'ombre d'Evelyne s'étirant dans chaque pièce.
À l'aube, lorsque la silhouette de New York s'est dressée au loin, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, pas l'espoir, juste de la résolution. Queens était le seul endroit que je pouvais me permettre. Une chambre étroite avec de la peinture écaillée, une fenêtre donnant sur un mur de briques, et un radiateur qui cliquetait chaque fois qu'il avait envie de se réveiller. J'ai payé la caution avec l'argent du stage d'été que j'avais économisé, $600 au total. Quand la porte s'est fermée derrière moi, le silence a résonné, pas vide, mais ouvert. J'ai posé mon carnet de croquis sur le rebord de la fenêtre. L'espace semblait petit, mais il était à moi. Mes journées sont devenues un montage de survie. Les services du matin dans un petit café, la vapeur s'élevant des pichets de lait, essuyant les tables jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, un léger jazz jouant à travers de vieux haut-parleurs. Et chaque soir, des cours sur mon ordinateur portable, des notes griffonnées jusqu'à ce que les marges disparaissent, construisant des modèles numériques entre les bruits de la circulation et les murs fins qui m'entouraient. Je ne parlais pas beaucoup. Je n'en avais pas besoin. Les gens en ville se regardaient à peine. Cet anonymat était un cadeau. Un matin, en essuyant le comptoir, une femme plus âgée s'est approchée. Elle se déplaçait avec la précision calme de quelqu'un qui comprenait l'espace comme d'autres comprennent le langage. Elle a montré une serviette sur laquelle j'avais inconsciemment dessiné un coin du café. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a étudié les lignes pendant un long moment, puis a dit « Vous voyez la pièce. » La plupart des gens ne voient que des objets. Son nom était Marisol Haye. J'apprendrai plus tard qu'elle était connue dans certains cercles pour transformer des entrepôts abandonnés en maisons avec une âme. Ce jour-là, elle m'a simplement tendu sa carte. « Passez au studio », a-t-elle dit. « J'ai peut-être une place pour vous. » Ce n'était pas une promesse. C'était une ouverture. Dans son studio, un entrepôt reconverti avec des murs de briques et la lumière de l'après-midi se déversant à travers des lucarnes, Marisol a regardé mes croquis, chacun étalé sur une longue table en chêne. Son doigt s'est arrêté sur la page avec la pièce imaginée, celle que j'avais dessinée dans le bus. « Vous construisez à partir de l'absence », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. J'ai compris. Le stage qu'elle m'a offert ne payait presque rien, mais il me donnait accès aux outils, aux chutes de bois, aux échantillons de tissu, aux pièces vides qui attendaient d'être redessinées. Je balayais les sols, étiquetais les matériaux, j'apprenais comment la lumière se comporte sur la pierre, comment la texture peut adoucir une blessure que l'on ne nomme pas à voix haute. Ma routine a de nouveau changé, studio le jour, travail la nuit, carnet de croquis toujours dans mon sac. J'ai appris à écouter l'espace, comment il respire quand on déplace une chaise, comment les ombres peuvent rendre une pièce honnête. Marisol me faisait rarement des éloges, mais quand elle le faisait, c'était avec des phrases qui ressemblaient à des encres. Vous travaillez comme quelqu'un qui a dû gagner chaque centimètre. Vous comprenez le silence. Vous concevez avec la mémoire. J'ai construit des meubles à partir de pièces récupérées, une table à partir de vieilles poutres, une lampe à partir de cuivre rouillé, une chaise qui grinçait comme si elle se souvenait de quelque chose. Chaque projet est devenu une façon de me reconstruire en fragments. 3 années se sont écoulées à ce rythme de travail acharné et de croissance. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes doigts soient meurtris, jusqu'à ce que mes yeux se brouillent à 2 heures du matin, jusqu'à ce que la fille qui avait quitté Austin pieds nus ne ressemble plus à quelqu'un que je connaissais. Elle était toujours en moi, mais plus silencieuse, comme un écho que j'avais appris à respecter au lieu d'obéir. Puis un soir, Marisol a posé une pile de dossiers sur mon bureau. Les clients ont demandé à vous parler nommément, a-t-elle dit. Juste ça, pas de sourire, pas de cérémonie. Mais j'ai senti le changement. Le premier souffle d'une vie qui n'était pas empruntée ou héritée, mais construite. Cette nuit-là, dans ma petite chambre avec le mur de briques, j'ai fait une feuille de calcul. Dépenses, économies, fournitures, coûts prévisionnels, clients potentiels. Une liste intitulée « Étape vers l'indépendance ». J'ai tapé, vérifié, classé, supprimé, réorganisé. Pas de bruit, juste des décisions qui se mettaient en place. Au matin, j'avais un plan, un vrai. L'atelier d'automne serait à moi. Mon studio, mon espace, mon nom. Le bus m'avait emmené. Mon travail me ferait avancer. Cette fois, je ne fuyais pas. Je construisais. Cette fois, je n'allais pas réparer ce qu'ils avaient cassé. Le matin où ma conférence TED a été mise en ligne, je ne pensais pas que quoi que ce soit changerait.
C'était un événement discret dans un petit auditorium rempli de gens qui écoutaient attentivement et partaient sans applaudissements qui résonnaient. J'ai raconté une histoire sans nom, une fille dont le 18e anniversaire lui avait été volé, qui était partie en pleine fête et avait choisi le silence comme limite. 2 jours plus tard, ma boîte de réception a explosé. Messages, demandes, articles, clips partagés avec des légendes comme « Voilà à quoi ressemble la guérison ». La vidéo a dépassé le million de vues avant même que j'aie traité la première vague. Je n'ai pas répondu. J'ai continué à avancer, studio le matin, révision de croquis, appel de clients, Lucas me tendant un café toujours trop sucré. La routine maintenait le bruit à distance. Puis les interviews ont commencé. Les magazines voulaient parler de la fille qui se reconstruisait. Les blogs de design posaient des questions sur mon processus. Les podcasts posaient des questions sur la résilience. J'ai gardé mes réponses courtes. J'ai laissé le silence encadrer le reste. Le premier tremblement est venu du Texas. Un SMS de ma mère. Nous avons vu la vidéo. Evelyne est contrariée. Tu devrais peut-être prendre de ses nouvelles. Aucune reconnaissance de la conférence. Aucune reconnaissance du travail. Juste la même attraction gravitationnelle vers Evelyne. Je n'ai pas répondu. Plus tard, mon père a écrit « Félicitations pour ton succès. Mais s'il te plaît, comprends que ta sœur se sent visée. Visée par une histoire sans nom. » La familiarité m'a piqué plus que le message lui-même. J'ai mis le téléphone de côté et j'ai continué à mesurer une planche de chaîne récupérée pour un projet d'étagère. Le ruban à mesurer a cliqué nettement contre le bord. Rien dans mes mains ne tremblait. Le lendemain matin, Lucas est arrivé en courant avec sa tablette. Tu dois voir ça. Un site de potins avait publié une interview d'Evelyne. Son visage remplissait l'écran, composé, préparé. Le titre, la sœur de la designer virale dit « Les gens ne connaissent pas la vraie histoire ». Je ne l'ai pas ouverte au début. La lueur de la tablette se reflétait sur la règle de dessin en métal sur mon bureau. Quand je l'ai finalement lu, les mots étaient prévisibles. Elle exagère pour attirer l'attention. Nous l'avons toujours bien traitée. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas les comparaisons. J'espère qu'elle va bien, mais Internet ne connaît pas la vérité. Je n'ai pas ressenti de colère, juste une confirmation. Certaines personnes s'effondrent sans être le centre. Le soir, l'incendie s'était déclaré, capture d'écran, réactions assemblées, des gens exhumant des années d'anciennes publications d'Evelyne qui contredisaient tout ce qu'elle avait dit. Les sections de commentaires sont devenues lourdes et rapides. Pourtant, je suis restée silencieuse. Le silence a du poids. Il fait pencher la vérité vers la surface. Cette nuit-là, j'ai rempli les papiers pour agrandir l'atelier d'automne en un studio complet, j'ai signé le bail final de Manhattan, j'ai mis à jour les enregistrements, j'ai transféré des fonds, j'ai bouclé des boucles qui étaient ouvertes depuis des années. Chaque signature ressemblait à une porte silencieuse se fermant derrière moi. Pas de claquement, juste une clôture. Une semaine plus tard, la conférence TED a atteint 5 millions de vues. Un hôtel de charme voulait que je conçoive son hall. Une marque voulait une collaboration. Des clients écrivaient que mon travail donnait à leurs espaces l'impression de respirer à nouveau. Pendant ce temps, les comptes d'Evelyne ont sombré, commentaires désactivés, parrainage suspendu. Son contenu parfait s'est noyé sous les critiques d'étrangers qui reconnaissaient des schémas qu'ils avaient eux-mêmes vécus. Marisol est passée un après-midi, me regardant ajuster une maquette d'éclairage. « Tu n'as rien à expliquer » a-t-elle dit. « Ils font ce travail pour toi. » J'ai hoché la tête, bien que quelque chose au fond de ma poitrine se soit resserré, une vieille douleur se séparant de sa racine. Cette nuit-là, alors que j'alignais des livres sur les étagères du studio, mon téléphone a vibré. Un email, envoyé par Evelyne. J'ai hésité un instant, puis je l'ai ouvert. Une seule phrase. Je ne savais pas que ça ferait si mal d'être invisible. Les mots reposaient sur l'écran comme quelque chose de fragile et d'inachevé. Pas une excuse, pas une prise de responsabilité, juste la première chose honnête qu'elle ait dite depuis des années. Je n'ai pas répondu. Certaines fins ne sont pas faites pour être adoucies. À la fin de la semaine, l'atelier d'automne a ouvert ses portes. Les clients ont afflué sous les hautes fenêtres. Les journalistes prenaient des notes en silence. La lumière se déplaçait sur le sol poli comme quelque chose qui se mettait en place. J'ai traversé l'espace, mon espace,
avec l'assurance de quelqu'un qui s'est reconstruit sans approbation. La justice n'est pas arrivée bruyamment. Elle s'est tissée à travers le système, à travers les conséquences, à travers le silence. Le renversement était complet. L'équilibre restauré. Quand le bruit s'est finalement calmé, ce n'était pas comme une victoire. C'était comme de l'air, pur, non revendiqué, remplissant les coins de mon loft. New York avait une façon de retenir le silence différemment. Pas lourd, pas punitif, juste présent. La plupart des nuits, je restais tard au studio, laissant les faibles lumières des suspensions tomber sur des modèles inachevés et des piles de bois récupérées. La ville à l'extérieur pulsait à intervalles doux, des sirènes lointaines, une rafale de vent balayant la fenêtre, le grondement sourd des trains se déplaçant sous terre. Tout cela se fondant dans un rythme qui ne me demandait rien. Je me suis retrouvé à graviter vers l'olivier au centre du loft, ses feuilles effleuraient la lucarne, captant maintenant la dernière lueur du soir. Il y a 3 ans, je pouvais à peine garder une plante en vie dans une pièce sombre du Queens. Maintenant, celui-ci grandissait plus haut que ma portée. Parfois, je m'asseyais par terre, le dos contre le mur de briques fraîches, le carnet de croquis ouvert sur mes genoux. Le crayon bougeait doucement, des lignes, de la lumière, des coins de pièces imaginées. Pas de délai, pas d'attente, juste l'espace devenant forme. Je pensais de moins en moins à Austin. Pas par amertume, mais par distance. La maison qui, autrefois, me semblait être le monde entier, existait maintenant comme une esquisse, reconnaissable mais vide. L'email d'Evelyne rejouait dans mon esprit, une fois, puis s'estompait comme un bruit de fond statique. Sans réponse, non pas ignoré, simplement inutile. Il n'y a plus eu d'appel téléphonique de mes parents après ça. Pas de questions, pas de justification. Leur silence me donnait autrefois l'impression d'être effacé. Maintenant, il me donnait l'impression d'avoir de l'espace pour respirer. Un soir, j'ai fini d'installer la dernière pièce de mon exposition. Un cube de verre brillant doucement de l'intérieur. À l'intérieur, seulement une chaise et une étendue de murs blancs sans fioritures. Non pas destiné à impressionner, mais à donner l'impression du premier moment de propreté après une tempête. J'ai éteint les lumières de la galerie jusqu'à ce que seul ce cube reste. De l'or se déversant sur le sol en béton dans une flaque silencieuse. En rentrant dans mon loft plus tard, j'ai remarqué comment les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, se fondant avec le reflet de mon espace de vie. Ma maison, construite à partir de rien d'autre que des années de reconstruction silencieuse. J'ai expiré lentement, l'air frais contre mes lèvres. Pour la première fois de ma vie, je ne me demandais pas qui pourrait me regarder. J'étais assez de compagnie pour moi-même. Certaines personnes reconstruisent leur vie en criant leur douleur au monde. J'ai reconstruit la mienne en allumant les lumières dans une pièce que personne n'aurait jamais pensé que je posséderais. Le silence ne m'a pas brisé. Il a façonné les murs, le sol, la porte que j'ai finalement franchie sans peur. Et debout ici maintenant, regardant la ville respirer sous mes fenêtres, je comprends quelque chose de simple. Tu n'as pas besoin de retourner à l'endroit qui t'a effacé pour prouver que tu existes. Tu peux construire vers l'avant. Si mon histoire est restée avec vous, restez pour la suivante. Continuons à marcher vers l'avenir.